Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue mensuelle du site lesdeuxrives.info. L'actualité est on ne peut plus chargée, je dirais presque comme d'habitude. Eh ben non, encore pire que d'habitude. Vous allez voir, puisque évidemment, alors le gros dossier, comme tous les mois en ce moment, depuis août, c'est le Venezuela et les menaces d'intervention militaire des États-Unis contre ce pays pour s'approprier les plus grandes réserves pétrolières au monde. Mais nous allons aussi parler du Pérou, puisque le président Castillo a été condamné à 11 ans de prison. Nous allons parler du Honduras, où il y a eu des élections présidentielles. Nous allons parler de l'Équateur, où il y a eu une surprise électorale lors du référendum sur 4 sujets très importants visant la souveraineté de ce pays. Nous allons parler, bien évidemment, du Brésil où il s'est passé aussi beaucoup de choses, du sommet Union européenne CELAC, du Chili où il y a eu le premier tour des élections présidentielles. Bon, les élections sont quasiment pliées, on verra ce qu'il advient. Et puis des manifestations de la fameuse génération Z au Mexique. On verra tout ça, une actualité évidemment très chargée, mais je voudrais commencer évidemment en remerciant tous les donateurs qui nous permettent de continuer à faire ces revues, de continuer à faire des reportages par-ci par-là en Amérique latine, comme nous avions fait par exemple en Bolivie lors de l'élection présidentielle d'août dernier. Et donc évidemment, je vous invite, si vous voulez continuer d'avoir une autre information sur un autre son de cloche sur ce continent si oublié des grands médias, je vous invite à aller sur le site lesdeuxrives.info, à cliquer sur Soutenez-nous et à faire un don à mesure de vos moyens. Il n'y a pas de petits dons. Tout ça conflue vers un fleuve qui n'est pas encore l'Amazone, mais nous avons bon espoir. Voilà. Je voudrais aussi féliciter tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et particulièrement les gens qui nous suivent depuis Haïti. Vous êtes très très nombreux à nous suivre depuis Haïti. J'en profite pour vous féliciter pour la classification pour le mondial de football prochain. Bravo l'équipe d'Haïti dans la condition sociale et économique dans laquelle est plongée l'île. Bravo, 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 bravo. Et je crois que c'est intéressant parce que quand j'ai lancé le site lesdeuxrives.info et sur les réseaux sociaux, j'étais suivi principalement par des personnes de France, de Suisse, de Belgique, du Canada, un petit peu d'Algérie à l'époque, et figurez-vous que ça a grandement changé. Peut-être un signe du monde multipolaire naissant, mais aujourd'hui, la première ville qui, en termes d'audience, ça reste Paris, mais la deuxième ville, c'est Port-au-Prince en Haïti, et la troisième, c'est Abidjan en Côte d'Ivoire. Voilà, on trouve après pêle-mêle Bamako au Mali, Marseille, Montréal, Ouagadougou au Burkina Faso, l'AES, bravo, l'Association des États du Sahel, Cap-Haïtien en Haïti, décidément, et voilà. Et oui, le monde de la francophonie ne s'arrête pas aux nations occidentales et bien évidemment pour l'info que nous faisons remonter sur l'Amérique latine, qui est une info finalement du Sud global, cela nous fait chaud au cœur que des habitants de ce Sud global nous suivent désormais, soient plus nombreux que les pays qui nous suivaient initialement. Voilà, donc merci à tous, merci à nos suiveurs, merci évidemment à nos donateurs, et puis on va commencer parce que là, je pense que ça va être un petit peu long, donc évidemment on va segmenter. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tout. Vous pouvez écouter ce qui vous intéresse, ou vous pouvez y revenir après. Vous pouvez faire ça en faisant la vaisselle, en cuisinant, ou voir de manière très attentive aussi. Alors vous avez vu, il y a plus de travaux. Moi j'aimais bien le look un petit peu post-apocalyptique à la Mad Max de la dernière vidéo, mais voilà. On est dans un bureau, voilà. Alors, évidemment, le Venezuela, la tension, évidemment, n'a pas arrêté d'augmenter. Elle augmente
depuis août. Donc on a vu évidemment des mouvements aériens et des mouvements navals près des côtes vénézuéliennes. On a pu voir que les territoires serpillières de la Caraïbe, comme la République dominicaine ou Trinidad et Tobago, ont mis à disposition de l'armada des États-Unis leurs bases militaires et leurs ports, par exemple la base aérienne de San Isidro et l'aéroport international des Amériques pour la République dominicaine. Trinidad et Tobago, en fait, finalement, les États-Unis disposent de leur territoire, on va dire, dans leur colonie. Et effectivement, la tension monte. Alors on va voir. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que aux États-Unis, ces menaces et cette d'intervention militaire et cette guerre qui se prépare est très impopulaire. Elle n'est soutenue que par 21% des citoyens états-uniens, donc une très faible minorité. Et effectivement, les électeurs de Trump n'ont pas élu Trump pour qu'il parte en guerre et certainement pas qu'ils partent en guerre dans un pays proche des États-Unis, c'est-à-dire que tout ça va se transformer en plus de migration et plus de tensions internes aux États-Unis. Les électeurs ont élu Trump pas pour ça, au contraire, même je dirais pour l'inverse. Et donc ça fait débat aux États-Unis. Et pas seulement le camp démocrate et républicain, il y a même des républicains qui s'y opposent aussi à cette guerre. Donc on l'a déjà expliqué, on va pas revenir là-dessus. Donc il y a deux camps aux États-Unis, le camp des pragmatiques, le camp MAGA finalement, le camp du peuple états-unien qui lui est pour une relation pragmatique avec le Venezuela bolivarien. Ils n'aiment pas Maduro, mais il considère que il faut lui acheter son pétrole, que ça fera tourner les raffineries, notamment texanes, et en contrepartie, que une grosse partie des migrants vénézuéliens aux États-Unis rentrent dans leur pays avec des accords, pétrole contre migrants, si vous passez l'expression un peu triviale. Ça, c'est le camp pragmatique, représenté notamment par le diplomate Richard Grenell. Et puis, il y a le camp des fanatiques, le camp des faucons qui vivent dans la guerre froide, avec à leur tête des cubano-américains comme Marco Rubio, Mauricio Claver Carone, avec le sous-secrétaire d'État aussi Christopher Lando, qui a un attachement personnel avec l'Amérique latine. Et donc, au sein, elle est rejetée, évidemment, cette intervention militaire au sein du peuple américain, mais au sein de la classe politique, figurez-vous qu'au Sénat, sur une motion des démocrates visant à bloquer la guerre contre le Venezuela, cette motion a échoué, mais elle a échoué à 51 votes contre 49. Donc Trump est prévenu, c'est-à-dire qu'il affronte une situation interne qui n'est pas la meilleure. Il occupe une grande partie de son temps sur la scène internationale, n'est-ce pas, que ce soit en Ukraine ou là désormais au Venezuela. Il y a les élections de mi-mandat en novembre prochain. Voilà, il est prévenu, c'est-à-dire que s'il y a une nouvelle majorité démocrate, certainement cette majorité bloquera une guerre possible contre le Venezuela. Alors vous allez me dire, il n'est pas obligé de passer par le Congrès, effectivement, puisque en fait tout ce qui s'est passé depuis août visant à déclarer les cartels de la drogue comme des organisations terroristes et à inventer un cartel, le cartel des soleils, qui n'existe pas, je veux dire, jusqu'à le mars dernier, quand Trump a commencé à en parler, ni la CIA, ni la DEA, ni l'agence de l'ONU contre le crime organisé, ni aucun des organismes spécialistes de la lutte contre le narcotrafic avait ce fameux cartel des soleils sous le radar. Mais dans la narrative des États-Unis du Trumpisme, le chef du cartel des soleils, c'est Maduro. Le cartel des soleils étant une organisation terroriste, Maduro est le nouveau Bin Laden, avec 50 millions de dollars à sa tête. Et pour des opérations antiterroristes, la Maison-Blanche n'a pas besoin de passer par le Congrès. Donc, ceci expliquant cela. La lutte contre la drogue, personne n'y croit. On sait tous
encore une fois par les organismes spécialisés, que la drogue ne transite pas. En fait, c'est une minorité qui transite par le Venezuela. Elle transite par la côte Pacifique, Équateur, Colombie jusqu'au Mexique, et puis par la côte Atlantique de la Colombie. Donc, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que même ce prétexte de la lutte contre la drogue, même les autorités commencent à parler d'autre chose aussi. Par exemple, Trump a annoncé qu'il allait gracier José Orlando Hernández, l'ancien président du Honduras, qui a été reconnu coupable par une cour pénale des États-Unis, de Miami, pour avoir trafiqué 400 tonnes de cocaïne à destination des États-Unis. José Orlando Hernández, l'ancien président du Honduras, c'est un narcotrafiquant reconnu par la justice américaine et Trump a promis de le gracier. Donc on voit bien que la lutte contre la drogue pour protéger le peuple américain, Trump n'en a strictement rien à fiche. Ce n'est pas le prétexte. Le prétexte, on l'a tous compris, ce sont les immenses réserves de pétrole du Venezuela, les plus grandes du monde. On estime que plus de 20% des réserves mondiales prouvées se trouvent au Venezuela. Le Venezuela a aussi les 8e réserves de gaz au monde. Le Venezuela a produit 30 tonnes d'or l'année passée sous le contrôle de l'État. C'est très important. C'est pas des entreprises privées qui viennent piller et qui exportent l'or. Sous le contrôle de l'État vénézuélien. Le Venezuela avait d'ailleurs rapatrié ses réserves d'or. Le Venezuela n'a pas de dette avec le FMI, avec la Banque mondiale. Le Venezuela a des grandes réserves de minerais, coltan, manganèse, cuivre, etc., etc. Le Venezuela est un pays riche. Et évidemment, c'est ça qui intéresse. On va écouter des officiels de l'administration américaine ou des élus nous dire ça. On va écouter James Donnelly, qui est sous-secrétaire à l'énergie, qui nous dit que les États-Unis, les réserves de pétrole des États-Unis ont baissé et qu'il est grand temps de se réapprovisionner, grosso modo d'aller piller les réserves du Venezuela. The Strategic Petroleum Reserve has been depleted, and it is part of our job going forward to try to replenish it. Yeah. Yeah. There were quite a lot of sales in the past. Yeah. Speaking of policy. Yes. Speaking of policies from previous eras, there quite a bit of it was depleted. And how concerning is that to the administration? I think it's a concern. I mean, this is something that the president was pretty clear he wanted to see replenished. Yeah. Right. The SPR is one of the important tools we have strategically in the United States, and having it available when necessary is a critical element of policy. Et puis, nous allons écouter la députée Maria Elvira Salazar, députée de Miami, qui dit que le pillage du pétrole vénézuélien sera une aubaine pour les compagnies pétrolières états-uniennes. Oh, I think Maduro is not Fidel Castro. Maduro is not a brave boy. So now that he has understood that he's on that very nefarious list of the terrorist organization, that the airspace above Venezuela has been closed off and the commercial airlines from the United States are not flying, he's understanding that we're about to go in. He understands that he has been our enemy for the last 25 years. Venezuela, for those Americans who do not understand why we need to go in, basically for three reasons. You're in Fox Business. Venezuela, for the American oil companies, will be a field day because it will be more than $1 trillion in economic activity. Alors, bien évidemment, le Venezuela a fait œuvre de diplomatie pour dénoncer ces menaces. La vice-présidente Delcy Rodriguez a dénoncé devant l'OPEP et OPEP+, le sommet de l'OPEP et OPEP+, cette intention des États-Unis de venir piller les réserves de pétrole du Venezuela. On va l'écouter aussi. Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos de América pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país. Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana
y el mercado mundial. El mundo conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros grandes países petroleros a partir de intervenciones militares de los Estados Unidos de América y sus aliados. Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos naturales, energéticos y no sucumbirá a ningún tipo de chantaje ou amenace. Et puis le clou du clou, le ministre des Affaires étrangères de l'entité génocidaire israélienne, oui, ces personnes qui assassinent 20 000 enfants, accuse le Venezuela d'être le lien avec le Hamas, le Hezbollah et Ansar Allah, les Houthis au Yémen. Hop là, on met tout dans le sac, etc. Je veux dire n'importe quoi. Mais évidemment, ça crée une narrative qui est repris peu ou prou dans les médias dominants et qui crée évidemment une image mauvaise, on va dire, du Venezuela, ce pour empêcher toute solidarité avec ce pays qui est menacé pour le pétrole. On revient 20 ans en arrière avec la guerre en Irak. Alors évidemment, le monde multipolaire en réalité soutient le Venezuela. On a entendu par exemple la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois dire que la Chine s'est toujours opposée aux sanctions unilatérales sans fondement dans le droit international, ni d'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qui exige des États-Unis qu'elle lève le blocus contre le Venezuela. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Et puis, il s'agit de porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, de la Russie, qui dit « Moscou est en contact permanent avec nos partenaires vénézuéliens et nous sommes prêts à répondre de manière appropriée à leurs demandes après avoir évalué les menaces existantes et potentielles. » Là, elles sont là. Hein. Nous renouvelons notre soutien aux dirigeants vénézuéliens dans la défense de la souveraineté nationale. La Russie affiche sa solidarité constante avec le Venezuela et est prête à répondre de manière appropriée aux demandes de Caracas. Voilà. Alors, les demandes appropriées de Caracas, c'est des demandes en ce moment militaires. Compte tenu qu'il y a un accord de coopération intégrale entre les deux pays qui avait été signé en mai dernier par le président Maduro et le président Poutine, puis ratifié en octobre par le Sénat russe et mis en route par le président Poutine, un accord intégral sur tous les domaines de la vie politique, culturelle, économique, etc. et bien sûr militaire. Et évidemment, Caracas a des demandes, je crois, on ne peut plus approprier, notamment en matière de défense anti-aérienne et de drones. Voilà. Alors, dans une déclaration aux médias russes, le député russe Alexei Khouravlev, m'excusez, ceux qui nous regardent et qui parlent russe, j'ai honte, mais je n'ai pas réussi à bien prononcer, qui est vice-président de la commission de défense de la Douma, a confirmé que Moscou fournissait des armes au Venezuela. Ça, c'est pas un scoop, hein, ça fait au moins plus d'une décennie, et que il ne voyait aucun obstacle au transfert du missile balistique hypersonique Oreshnik et des missiles de croisière Calibre à Caracas. Alors, évidemment, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais le député russe, on va dire, fait monter la sauce. Et tant mieux, d'ailleurs, non, pour trouver un espèce d'équilibre. L'ambassadeur de Russie qui était avec des officiels vénézuéliens en Russie à la fin du mois de novembre 2025 est rentré à Caracas, malgré le blocus aérien que les États-Unis tentent d'imposer à ce pays, on y reviendra juste après, et donc a déclaré un message intéressant que aussi je vais vous le lire. Donc, Sergueï Melich, ambassadeur de Russie à Caracas, qui est un personnage d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans un congrès, c'est quelqu'un avec un fort charisme et très attachant, et donc il déclare « Je suis heureux de vous informer de mon retour au Venezuela. Profitant du vol régulier récemment inauguré depuis Saint-Pétersbourg, la ville héroïque de Leningrad, je suis revenu dans la patrie de Bolivar, Chavez et Maduro.
Avec la délégation vénézuélienne, nous avons célébré en Russie la 19e réunion de la commission intergouvernementale de haut niveau, où nous avons signé une série de documents importants visant à renforcer et à développer davantage notre partenariat stratégique au nom de la paix et du progrès. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, ici dans ce Venezuela béni qui a récemment accueilli pour la première fois de son histoire ses saints patrons catholiques. Décembre est le chemin vers Noël. Petite parenthèse, le Vatican a canonifié deux donc saints vénézuéliens, notamment le médecin des pauvres, José Gregorio Hernandez, qui était mort au début du XXe siècle. Voilà. Décembre est le chemin de Noël, une fête qui réunit les êtres les plus chers, une fête d'amour et de paix. En Russie, en cette année du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, décembre nous rappelle également le chemin difficile vers la paix, ouvert après la défaite du fascisme aux portes de Moscou en décembre 1941, lorsque l'armée rouge a montré au monde entier que le bien triomphe toujours du mal et que la vérité l'emporte sur le mensonge. En décollant de Saint-Pétersbourg pour Caracas, je me suis également souvenu du terrible blocus imposé par les fascistes à cette belle ville durant la Grande Guerre patriotique. Ce furent des moments extrêmement difficiles et tragiques, mais tout le monde croyait que la victoire viendrait. Et maintenant, à la veille de la plus pacifique des fêtes, Noël, nous croyons que la victoire sera nôtre et que la paix viendra. Donc là, l'ambassadeur qui connaît russe, qui est Caracas, qui connaît très bien les histoires et vénézuéliennes, l'histoire de sa propre patrie, bien évidemment, mêle les deux. Donc, évidemment, dans un effort pour dire la paix triomphera, le bien triomphera. Et finalement, les forces du mal seront vaincues, le fascisme dans les années 40 et l'empire états-unien dans le cas du Venezuela. Voilà. Et il conclut, en ces temps difficiles, le peuple russe continue de soutenir sans réserve le peuple vénézuélien. Voilà. Alors, où en est-on? La sauce est montée, comme je vous ai dit, avec des manœuvres militaires qui ne se cachent plus, qui sont aux portes du Venezuela. Il y en a eu à Trinidad. Trinidad, c'est à 40 km du Venezuela, par la mer. Et il y a eu des discussions entre Maduro, le président Maduro, et le président Trump. D'ailleurs, Trump l'a confirmé. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. Là, il y a eu beaucoup de spéculations. Les médias occidentaux, les agences occidentales ont fait état d'une proposition vénézuélienne qu'il faut prendre avec des pincettes, bien évidemment. Il n'y a aucun moyen de le savoir. La proposition vénézuélienne aurait été que Maduro laisse le pouvoir à un gouvernement intérimaire présidé par la vice-présidente actuelle Delcy Rodriguez, en échange d'une amnistie et de la levée des sanctions. Bon. Aucun moyen de vérifier cette source pour l'instant. Mais elle est intéressante parce que ça veut dire, si c'était vrai, ça veut dire que finalement Maduro préfère la paix pour son pays à, on va dire, le pouvoir, non? Décision finalement d'un homme politique. Alors la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi il fait ça maintenant et puis pas 5 ans, il y a 5 ans, durant l'opération Guaido. Pourquoi il fait ça maintenant puis pourquoi il y a 10 ans? C'est pour ça que on a des doutes aussi. Il n'y a aucun moyen de vérifier évidemment cette information. Mais c'est aussi alimenté pour essayer de faire croire à un coup notamment des frères Rodriguez contre Maduro qui compléteraient. Alors là, par contre, je vous arrête, ça, c'est faux. Ça, ce n'est pas possible. Bon, d'une part, pour l'histoire personnelle des frères Rodriguez, donc de la vice-présidente Delcy Rodriguez et du président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, avec Nicolas Maduro, c'est une histoire de militants que je dis pas de bêtises, 40 ans. Alors on a vu des amis de 30 ans, surtout en France, se chercher des poux, mais là c'est pas le cas. Donc ça, par contre, on peut écarter. Alors, quoi qu'il en soit, Trump aurait rejeté toute proposition venant du Venezuela et donc aurait mis un ultimatum à Maduro. Il faut qu'il parte et puis il faut qu'il laisse la patrie vénézuélienne se faire piller. Il faut qu'il installe les plus récalcitrants opposants vénézuéliens, les plus fascistes, les plus larbins des États-Unis, qui ont déjà dit qu'ils allaient vendre toutes les richesses aux entreprises états-uniennes et occidentales au pouvoir.
Voilà. Alors bon, on va écouter la réponse de Maduro en musique, s'il vous plaît. Ça sería si paz por siempre. Tengan la seguridad absoluta, que así como juré frente al cuerpo de nuestro comandante Chávez antes de despedirlo, lealtad absoluta a costa de mi propia vida y tranquilidad, yo les juro a ustedes lealtad absoluta hasta más allá de los tiempos que podamos nosotros vivir esta historia hermosa y heroica. Tengan la seguridad que jamás les fallaré, jamás, nunca jamás. No hay forma. No hay forma ni manera que nosotros y estas mujeres lideresas como equipo le fallemos a este pueblo hermoso, patriota, bolivariano y dispuestos a dar todo por esta tierra sagrada. Évidemment, la réponse de Maduro, finalement, de faire en sorte que qu'il y ait que les citoyens vénézuéliens soient prêts à défendre leur patrie, mais ne soient pas obnubilés non plus par une guerre psychologique. Et le Venezuela aujourd'hui, est en train de préparer Noël. Hein. C'est dans une économie qui est repartie à la hausse, qui est prévue pour avoir 8% de croissance à la fin de l'année. On le voit, par exemple, c'est des détails, ça n'empêche qu'un, mais on voit les centres commerciaux qui sont complètement pleins, les gens qui commencent à préparer les fêtes et qui commencent à avoir un esprit de Noël. Vous connaissez certainement la boutique Miniso. Il y en a en France, il y en a à peu près partout dans le monde. Ma fille adore, évidemment. Et le plus grand Miniso d'Amérique latine a ouvert ses portes il y a quelques mois à Caracas. Voilà, un peu comme un exemple parmi d'autres, parmi une dizaine d'exemples. Le Trump n'a pas apprécié que Maduro, finalement, au nom des intérêts supérieurs de la patrie, ne se résigne pas à être une colonie comme il y en a d'autres en Amérique latine. Et donc, il a bloqué l'espace aérien du Venezuela. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? D'abord, ça a été des menaces, où Trump a menacé les compagnies de ne plus survoler le Venezuela. Et certaines compagnies ont finalement suivi l'ordre impérial. Mais alors, de manière assez hypocrite, puisqu'elles n'allaient plus au Venezuela, mais elles utilisaient l'espace aérien du Venezuela, notamment pour aller dans les Caraïbes ou transiter par des pays, puisque c'est plus court. Le Venezuela a répondu de manière souveraine, il a révoqué la licence de ces compagnies, dans lequel on trouve Iberia, on trouve Avianca, la compagnie colombienne, on trouve LATAM, la compagnie chilienne, Turkish Airlines aussi, pour plus étonnant, parce que Turkish a été, durant l'opération Guaido, une des rares compagnies qui avait maintenu des vols avec le Venezuela. Voilà. Et d'ailleurs, durant cette première phase de menace, les avions de migrants expulsés des États-Unis continuaient d'arriver, violant la propre parole du président Trump. Hein. Donc, Trump est passé à la vitesse supérieure, notamment après soi-disant échec de l'ultimatum lancé à Maduro, et donc Trump a interdit, comme on peut le voir là, interdit le survol du territoire vénézuélien. Et puis ça passe crème. Ça passe crème. Je veux dire qu'un pays tiers interdise le survol d'un pays membre de l'ONU, aucun problème. L'ONU, muette. L'Organisation d'aviation civile internationale, muette.
Ce qui montre bien d'ailleurs dans le monde multipolaire naissant que ces organisations sont subordonnées aux États-Unis et qu'il va falloir faire un changement pour faire régner le droit international. Voilà. Alors il y a eu quand même il y a eu des réactions, notamment celle du président colombien qui a dit que non, que depuis la Colombie, les vols reprendraient parce que c'est pas normal évidemment que l'empire décide sur quel pays peut bénéficier de connexions aériennes. Voilà. Alors, on va finir sur le Venezuela. C'est le point au moment où on tourne cette vidéo, donc 2 décembre. Évidemment, la situation peut évoluer très rapidement, peut changer rapidement dans les heures ou dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Alors, que peut-il se passer? Bon, évidemment, là, avec l'escalade, Trump est en train de s'enfermer dans son propre discours. C'est-à-dire que Trump laissait toujours une porte, généralement une porte de sortie pour négocier. Sauf que là, il est en train de se laisser enfermer et donc, s'il veut pas perdre la face et passer pour le perdant, eh ben, il va devoir passer à l'action. Quelles sont les modalités d'action? On l'a déjà dit, on le répète. Une action ciblée pour tuer Maduro. Alors, on le répète encore une fois. Tuer Maduro, le gouvernement vénézuélien n'est pas un régime dynastique. Non, ce n'est pas le pouvoir en Syrie. Par exemple, si Maduro disparaît, il y a d'autres leaders du chavisme qui, sont évidemment en toute la capacité pour assumer la conduction de l'État vénézuélien, mais qui en plus, la transition de pouvoir la plus importante a été réalisée après la mort de Chavez. Et aujourd'hui, on va dire que tous les partis politiques, pas les partis, les factions politiques qui composent le chavisme ont tous leur place et dans cette expérience de transition post-Chavez, ont tous un espace qui fait cohabiter la plupart de leurs leaders ensemble et qui ne sera pas remis en question. Donc, oui, une opération, alors ce sera pas facile, une opération pour essayer d'assassiner Maduro, ne remettrait pas en cause la révolution bolivarienne. Voilà. Alors évidemment, personne ne souhaite ici que l'Empire assassine des dirigeants légitimes dans des pays tiers, tout simplement parce qu'ils ne leur reviennent pas. Alors, l'autre option, c'est de bombarder des sites stratégiques, notamment des casernes, pour essayer de fracturer l'armée vénézuélienne et de fomenter ou de tenter un putsch contre les autorités légitimes du Venezuela, essayer d'augmenter la pression sur les militaires, puisque les militaires, pour l'instant, ne se sont pas séparés. Ils font tous bloc derrière la Constitution, ils font tous bloc derrière la République bolivarienne du Venezuela, et donc leur président légitime, Nicolas Maduro. Et puis, il y a l'autre option qui serait de tenter de contrôler, puisqu'on a déjà dit qu'une invasion était peu probable en raison du nombre de forces déployées dans les Caraïbes, pas des bateaux, des missiles, etc. Non, des forces. Il y a 15 000 hommes dans les Caraïbes. Pour envahir un pays, il faut y aller. Il faut aller sur le sol. Or, sur le sol, il y a 5 millions de miliciens, 300 000 militaires et près de 200 000 policiers en armes qui vous attendent. Donc évidemment, ça sera pas facile d'envahir. Et puis surtout, les proxys qu'avaient utilisé les États-Unis durant longtemps, ont été fortement touchés et frappés par le Venezuela, la pègre notamment, le crime organisé. Le Venezuela l'a éliminé. Et une partie est 6 pieds sous terre, l'autre partie a dû migrer, parce que sinon c'était soit la prison, soit le cimetière. Les mercenaires, il y a déjà eu des invasions de mercenaires. Pour l'instant, ça reste un peu plus dur parce que les pays limitrophes, les grands pays limitrophes que sont la Colombie et le Brésil sont des pays qui se sont opposés à la guerre et qui s'opposent à des manœuvres du type invasion de mercenaires. Alors, des pays comme Trinidad et le Guyana pourraient s'y prêter aussi, c'est pas à nier.
Mais il y a aussi déjà beaucoup de mercenaires latino-américains qui sont en Ukraine, qui sont en train de se faire massacrer par les Russes en Ukraine. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le continent, hein, soit dit en passant, puisque les mercenaires colombiens sont responsables de la mort de présidents en exercice comme le président haïtien, de candidats à la présidentielle comme Fernando Villavicencio en Équateur, de tentatives de meurtre contre des présidents en exercice comme c'était le cas au Venezuela, etc. Donc c'est vraiment la plaie du continent, dénoncée en premier lieu par le président Petro, le président colombien. Donc, pour l'instant, ils sont occupés en Russie, très bien. Voilà, donc, mais l'idée pourrait être de contrôler, peut-être via un débarquement via Trinidad, par exemple, ou via le Guyana, d'essayer de contrôler une zone pétrolière réduite, pas l'ensemble du territoire, une raffinerie, par exemple, et essayer de déposséder le Venezuela de sa ressource principale, comme ce qui s'est passé en Syrie, par exemple, durant la guerre de Syrie, où les États-Unis contrôlaient les gisements pétroliers avec leurs mercenaires kurdes, contrôlaient le gisement pétrolier du nord de la Syrie. Voilà. Je donne des possibilités de ce qui pourrait se passer. Voilà, évidemment, tout le monde pousse les États-Unis, les faucons poussent évidemment à une action belliqueuse et militaire. Voilà. Alors, voilà pour le Venezuela. On va passer au Pérou. Alors, le Pérou, bon, sans surprise, le président Castillo, qui avait été séquestré, alors démis de ses fonctions par un coup d'État le 7 décembre 2022, puis séquestré, alors que même il était encore président, par sa garde présidentielle, est mis en prison. Donc, il était depuis 3 ans en prison préventive. Il y a eu un procès express. Si l'on compare avec le procès pour corruption contre Keiko Fujimori, qui a duré 18 ans avant d'être annulé pour vice de forme. Voilà, celui de Castillo a duré 3 ans, donc procès express. Donc Castillo, Betsy Chavez, qui était sa première ministre, et Aníbal Torres, qui était l'ancien premier ministre et qui était conseiller de Betsy Chavez au moment des faits. Donc les 3 ont été condamnés, avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Willy Huerta, Aníbal Torres et Willy Huerta à 6 ans de prison, Castillo et Betsy Chavez à 11 ans et demi de prison. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un sondage et à 54%, les Péruviens réprouvent cette condamnation, sont contre cette condamnation. Et alors, c'est vraiment les classes sociales, la lutte des classes, puisque 80% des classes populaires réprouvent la condamnation à Castillo et 87% des classes riches du Pérou l'approuvent. Là, voilà. Donc, évidemment, là, ça prend une autre tournure, puisque désormais, ça sera par une tournure électorale que va se jouer le futur du Pérou, notamment les élections en avril, 12 avril 2026, prenez note. Et Castillo sera candidat. Alors, sera candidat au Sénat, Betsy Chavez aussi, peut-être Aníbal Torres aussi. Et finalement, l'idée, alors ils ont la condamnation, ça s'accompagne d'une période d'inéligibilité, mais pas de se présenter. C'est-à-dire que vous pouvez vous présenter, faire des voix, et vous ne pouvez pas assumer la charge. Mais dans ce cas-là, le poste qui a été gagné dans les urnes appartient à votre parti. Et donc c'est la personne qui a fait le plus de voix après l'élu inéligible qui obtient le poste. Donc évidemment, c'est une locomotive Castillo, locomotive relative, mais locomotive quand même pour les prochaines élections. Il se présente sur un parti de centre-gauche, un peu fourre-tout, dont le chef du parti, qui est pourtant un député, c'est-à-dire honni par 98% de la population, décidé de se lancer à l'élection. Voilà. On reviendra sur ça au fur et à mesure que la campagne péruvienne battra son plein dans les mois qui viennent. Alors, Betsy Chavez n'a pas attendu le verdict. Elle s'est réfugiée à l'ambassade du Mexique, puisqu'elle savait que c'était une justice politique, qu'elle était condamnée, qu'il n'y avait rien à attendre. Et donc, le pouvoir péruvien a refusé de délivrer un sauf-conduit. Le mandataire désigné par le Congrès pour occuper la présidence, José Gelí, a même menacé d'intervenir militairement pour aller la chercher.
profitant de cela, du néfaste précédent de la violation des conventions de Vienne opéré par le président Noboa en Équateur, qui avait donné l'assaut de l'ambassade du Mexique pour aller récupérer Jorge Glass, le vice-président persécuté l'ancien vice-président persécuté en Équateur. Donc il y a eu une rupture des relations diplomatiques, évidemment, entre le Mexique, enfin le Pérou et le Mexique. Le Pérou a rompu les relations diplomatiques avec le Mexique. Ça n'a pas changé grand-chose pour l'économie mexicaine. L'économie péruvienne, c'est un peu différent, parce qu'il y avait du tourisme, et notamment l'importation de médicaments du Mexique. Alors, il y a eu, pour continuer sur le Pérou, une réunion avec le mandataire désigné par le Congrès pour occuper la présidence, José Herry, et Marco Rubio, donc le secrétaire d'État des États-Unis. Donc là, déjà, on voit la relation colonie-métropole, puisqu'un président, entre guillemets, mais un président ne se réunit pas avec le ministre des Affaires étrangères, il se réunit avec le président. Le président Trump a d'autres chats à fouetter que de s'occuper du président péruvien. Il a donc envoyé un ministre. Donc là, il y a ça se voit que ce genre de truc se voit que dans les colonies, bien évidemment. On voit d'ailleurs, par exemple, Lula, lorsqu'il avait négocié avec Trump le mois passé, Lula avait exigé que Marco Rubio ne participe pas aux négociations. Parce que Marco Rubio est un fanatique, un faucon, et Lula n'en voulait pas. Il avait dit à Trump, si Marco Rubio participe, nous, on ne participera. Et Trump s'était exécuté, puisqu'il avait tout intérêt à entretenir des relations avec le Brésil, des relations commerciales, et donc avait dit à Marco Rubio d'aller lui acheter un coca à la supérette du coin pendant qu'il négociait avec Lula. Voilà, bon, pays digne et pays colonie. Alors, en parlant de pays colonie, je mets un petit aparté, une vidéo que je voulais vous faire partager, parce que le Pérou, donc c'est évidemment l'enclave libertarienne en Amérique latine. C'est le pays modèle de ce que veut faire Milei, par exemple. C'est le pays que rêvent la plupart de cette droite néolibérale et coloniale qui s'organise un peu partout dans le monde. Le Pérou n'a pas d'État, très peu d'impôts évidemment, puisqu'il n'a pas d'État. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Le Pérou n'a pas d'État. Et évidemment, c'est un pays qui, effectivement, maintient un taux de croissance entre 3 et 5% depuis les années 2000, depuis le début des années 2000. C'est un pays qui dont la monnaie est assez stable depuis 25 ans. Donc, c'est le pays qu'on cite souvent en exemple. Pourtant, c'est un pays qui est un des plus grands pays au monde d'agro-export, n'est-ce pas ? C'est le 4e pays d'Amérique du Sud en production de viande, derrière le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine. C'est le 3e pays d'Amérique latine en production de poulet, derrière le Brésil et la Colombie. C'est le 1er pays en poissons et produits dérivés du poisson, 1er pays producteur d'Amérique latine. Je crois que c'est le 5e producteur au monde. C'est le 1er exportateur d'asperges. Vous en avez à Grand Frais ou à Carrefour. C'est le 1er exportateur de quinoa. C'est le 1er exportateur de bananes organiques. C'est le 1er exportateur de myrtilles aussi. C'est un grand exportateur d'avocats. C'est un grand exportateur de mangue, etc., etc. Vous le savez, vous en avez dans les étals près de chez vous. Et pourtant, voilà, le système libertarien, 52% des Péruviens crèvent la faim selon la FAO, donc vivent en insécurité alimentaire. Lorsque l'entreprise de sondage Gallup a demandé à tous les pays d'Amérique latine, vous est-il arrivé ces dernières semaines de ne pas manger à cause de ne pas pouvoir payer de la nourriture, 57% des Péruviens ont répondu oui. C'est le 2e pays de l'Amérique latine qui est le plus frappé par la faim, selon Gallup, plus que le Venezuela, au passage. C'est un pays où, selon l'UNICEF, 43% des enfants de 0 à 3 ans, 43%, un enfant sur 2 souffre d'anémie, avec les conséquences psychologiques et cognitives que cela suppose. Dans des zones assez riches, notamment des zones minières mais rurales, comme Caramarca ou Puno, c'est 70%, 2 enfants sur 3
C'est-à-dire que dans le pays qui produit des tonnes et des tonnes et des tonnes de nourriture, un pays qui est reconnu gastronomiquement parlant pour être un des phares du monde, eh bien les gens crèvent la faim. Voilà le modèle que veulent imposer tous les Milei et les Zemmour du monde. Et donc je voulais vous finir sur le Pérou par une petite vidéo parce que en plus de ce modèle libertarien, c'est un pays ultra conservateur, voire médiéval. On va écouter une des députées à l'Assemblée nationale. Veces nos puede parecer que somos más inteligentes que el hombre. Y es tan triste porque no nos damos cuenta de la posición que Dios nos dio. El Señor nos creó para ser ayudas idóneas de nuestro esposo. Fíjate lo que digo, ayuda idónea. Dios creó al hombre para ser el rey, profeta y sacerdote de tu casa. Y ninguna mujer tiene el derecho de quitarle al hombre el lugar que Dios le dio. Qué hermoso es saber que en mi casa hay una autoridad y una cabeza. Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. Yo puedo tomar decisiones con mi marido, claro que sí, pero yo no puedo quitarle la autoridad. Qué hermoso es que tú puedas descansar en los brazos de tu esposo y sentir la aprobación y la protección de él. Alors, on passe au Brésil. Le Brésil, j'y reviens parce que y a eu, ça vous l'avez vu ça, dans les médias, le gouverneur de Sao Paulo a envoyé sa police s'affronter avec les cartels de la drogue. Alors ça rentre dans ce tout le monde s'est un petit peu agité à faire étant donné que il y a quelques mois, là, de moins en moins aujourd'hui, mais il y a quelques mois, l'administration états-unienne disait lutter contre la drogue. Eh ben, dans les suiveurs, dans les colonies, en Équateur, par exemple, ou la ville de Sao Paulo, donc un partisan de Washington, eh ben, tout le monde s'est un peu agité sur cette question, et donc le gouverneur a envoyé la police s'affronter au cartel. Donc on a vu ces 120 morts. Alors 120 morts, 4 policiers et puis le reste 116 habitants d'une favela. Certainement là-dedans, la grande majorité sont des membres de cartels. Alors dans ce cas, c'était le Commando Vermelho, le Commando Rouge, qui est un des deux cartels principaux du Brésil. Il y a le Primeiro Comando da Capital et le Commando Vermelho à Sao Paulo, Primeiro Comando da Capital à Rio. Évidemment, et ça influe avec des bandes locales, évidemment, et des alliances sur le territoire entier. Alors déjà, c'est assez rigolo parce qu'il y a quelques années, le pouvoir avait dit que le Commando Vermelho était en train de mourir, donc évidemment, il n'est pas mort. Et alors, il y a alors là, c'est intéressant aussi, c'est que le gouvernement de Lula n'a pas crié aux droits de l'homme, hein. Il a juste dit qu'il fallait avoir plus de coopération avec l'État central pour pouvoir faire ce type d'opération et évidemment résoudre le problème du narcotrafic. Et il n'y a pas 150 000 façons de faire, hein. Quand vous avez un cartel implanté dans des quartiers, l'incursion policière des forces spéciales de la police, c'est la seule façon de les déloger. Voilà. Alors ça, c'est une petite nouvelle qui m'a frappé et qui fera certainement plaisir à Xavier Moreau parce qu'il l'annonce souvent dans ses vidéos sur la Russie et sur la guerre en Ukraine que je suis. C'est que le Commando Vermelho, donc qui est un des deux principaux cartels de la drogue brésilien, s'entraîne en Ukraine au maniement des drones, évidemment en temps réel contre les Russes. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir des représentants en Ukraine sous la forme de mercenaires, ou j'ose à peine penser une coopération officielle avec certaines factions néo-nazis ukrainiennes, et encore que, hein, c'est possible aussi. Et donc, ça, c'est le modus operandi, parce que quand ils vont rentrer, ils vont s'attaquer avec des drones contre les forces spéciales de la police brésilienne, et ça va prendre une autre tournure. Ça va pas être 120 morts quand vous allez avoir les commandos de Vermelho qui vont
formés par Azov et compagnie, qui vont attaquer la police, voire l'armée brésilienne. Et ils en ont la puissance de feu, ils ont l'argent, ils ont le nombre. Voilà, merci l'Ukraine de devenir le terrain de jeu et le terrain de formation de tout ce qui constituera la pègre et le crime organisé international dans les mois et les années qui suivront la fin du conflit. Puisqu'ils pourront pas aller plus à l'est, puisqu'il y aura la Russie qui défendra sa frontière, donc ça ira à l'ouest, non, dans les pays qui les auront soutenus puis abandonnés à un moment donné. Je vous laisse imaginer le résultat. Et puis, on pensait que l'Amérique latine était un peu loin. Pas du tout, comme on peut le voir. Donc, on peut s'imaginer aussi que les cartels mexicains vont se former en Ukraine au maniement de drones. De toute façon, la débandade de l'armée ukrainienne fait qu'ils vont accepter de plus en plus n'importe qui pour venir manier des drones et se former sur le conflit. Voilà, importante cette nouvelle. Alors, il y a eu le sommet de l'Union européenne et de la CELAC. La CELAC, c'est la communauté des États latino-américains et caribéens. La CELAC avait été fondée, tout comme l'UNASUR, Union des Nations Sud-Américaines, dans les années 2000-2010. Alors la CELAC, son acte de fondation, c'est 2011. L'UNASUR, c'était 2008, c'était l'Amérique du Sud. Et ces organismes supranationaux avaient été d'États souverains, avaient été fondés pour se démarquer de l'Organisation des États américains, dont le siège est à Washington, et qui est appelé le ministère des colonies, n'est-ce pas, et qui est sous tutelle des États-Unis, et donc qui regroupait à une époque tous les pays d'Amérique du Sud et des Caraïbes, plus le Canada et les États-Unis. Voilà, et les États-Unis maniaient cet organisme à leur guise. La rébellion des années 2000 pour une Amérique latine faite d'intégration, de complémentarité de l'économie et d'États souverains a fait qu'ils ont créé UNASUR en Amérique du Sud et la CELAC, notamment, alors la CELAC dans un but pour négocier en bloc sans les États-Unis ni le Canada, négocier en bloc avec d'autres pays importants ou régions du monde, mais négocier comme latino-américains et caribéens dans une optique évidemment d'intégration de la région, d'intégration régionale. Et l'UNASUR avait été un peu plus politique, je dirais, où là il y avait une vraie dimension d'intégration avec des projets communs pour l'Amérique du Sud, etc. L'UNASUR a été liquidé par les gouvernements pro-Washington qui sont revenus par la suite, et la CELAC, la CELAC est un peu au point mort. Elle a un peu rétrocédé, on l'a vu lors des deux dernières réunions. Que ça soit au Honduras ou en Colombie, où soit les déclarations finales ne font pas l'unanimité, ou soit elles sont extrêmement timorées et bien en deçà de ce qui se faisait en Amérique latine dans les années 70. On pense par exemple à la déclaration d'Ayacucho lors du 150e anniversaire de la bataille d'Ayacucho au Pérou, qui avait donné donc la bataille d'Ayacucho, c'est la dernière bataille contre l'Empire espagnol, gagnée par Bolivar et ses troupes, contre les troupes de la royauté espagnole et ses supplétifs péruviens. Et donc pour fêter, Juan Velasco Alvarado avait convié la plupart des pays bolivariens et avait signé une déclaration dans laquelle on parlait déjà d'Amérique latine comme d'une zone de paix, d'intégration des sud-américaines, de complémentarité des économies, d'industrialisation des pays, de projets d'infrastructures communes, et même du droit inaliénable de la Bolivie à une sortie à la mer, et ce document avait été signé par Pinochet. Donc l'Amérique latine, finalement, n'avance pas, ou très peu, et on le voit bien. Alors, on reviendra sur ça dans la conclusion générale. Alors, le sommet UE-CELAC a été un échec. Pourquoi un échec? D'une part, parce que les pays étaient à la COP au Brésil, qui a fini par une déclaration aussi très mitigée, hein. Et
le pouvoir colombien, donc chargé de l'organisation, pour fêter les 500 ans de la ville de Santa Marta, avait décidé de déplacer de déplacer le sommet à Santa Marta et non à Bogota. Alors, selon certaines sources, cela a joué puisque le sommet Union européenne CELAC était calé entre la COP et le G20 et il n'y a pas de vol direct entre le Brésil et Santa Marta, donc il fallait passer par Bogota, etc. pour des raisons de sécurité, pour des raisons de trajet, etc. Bon, peut-être. Mais évidemment, ce qui a joué, surtout dans les pays laquais de l'Union européenne, c'est que Trump, non seulement avait déconseillé d'y participer, mais la diplomatie états-unienne a fait pression sur les pays européens et sur la Commission européenne pour qu'ils ne participent pas, puisque Trump est en conflit avec le président Petro. Donc, évidemment, la plupart des pays valets à la botte de Washington dans la région n'ont pas participé ou n'ont pas envoyé leur chef d'État. Et donc, ce qui a fait que Lula a participé pour essayer de donner une stature plus internationale. Il n'empêche que symboliquement, non, puisque avec la non-participation de von der Leyen, mais aussi de Macron, hein, d'ailleurs, qui aurait reçu des pressions, l'Élysée aurait reçu des pressions directement de Washington. Eh ben, ça n'a pas été symboliquement un succès. Et puis, la déclaration finale a été entachée. La plupart des pays latino-américains et européens à la botte de Washington ont refusé même de considérer les Caraïbes comme une zone de paix. On en est là. Donc, et puis, en ce qui concerne les accords de coopération, ça n'a pas été évidemment, ça n'a pas été le meilleur sommet Union européenne CELAC, voilà, ou le suivi des coopérations qui restent très faibles, bien évidemment, par rapport aux coopérations entre la CELAC et la Chine. Voilà. Alors, on continue notre tour d'horizon. Vous allez voir, hein, on est en train de balayer seulement parce qu'il reste beaucoup de thèmes, mais notamment avec l'accord entre l'Argentine et les États-Unis, l'accord économique entre l'Argentine et les États-Unis. Alors, vous vous rappelez que c'est pas moi qui invente. Dans la vidéo du mois dernier, nous avons publié une vidéo de Donald Trump reconnaissant que lui-même et son administration s'étaient particulièrement ingérés dans l'élection argentine gagnée de mi-mandat, gagnée par Monsieur Milei. Que notamment Trump avait conditionné un prêt de 20 milliards de dollars à la victoire de Milei, donc pour sauver le peso. Évidemment, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, et donc cette aide, qu'elle soit financière ou politique, était assujettie à la signature d'un accord de commerce et d'investissement réciproque. Je ris pour le réciproque. Donc, je vais vous parler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai lu l'accord, qui est disponible sur le site de la Maison Blanche, la première pensée que j'ai eue, c'était de me dire, c'est le traité de Versailles. Et effectivement, ça ressemble à un accord de reddition. On dirait que l'Argentine a perdu la guerre et qu'elle se soumet à absolument tous les désirs du vainqueur. Donc, notamment, non seulement évidemment la fin des droits de douane, mais l'Argentine l'Argentine est obligée d'ailleurs par cet accord à ne plus limiter l'importation de produits agricoles et de produits carnicoles, de produits de viande en provenance des États-Unis. Et l'Argentine s'engage à ne plus donner de subventions à son secteur agricole et carnicole, qui sont évidemment le poumon de l'économie argentine. Donc en fait, ce qu'on voit là,
c'est que finalement, la plupart de produits subventionnés de l'agriculture et notamment de la viande états-unienne pourraient bien débarquer en Argentine et finalement ruiner le pilier de l'économie argentine. Je vous lis un extrait. L'Argentine ouvre son marché au bétail états-unien et s'est engagée à autoriser l'accès au marché de la volaille états-unien dans un délai d'1 an et a accepté de ne pas restreindre l'accès au marché des produits utilisant certains termes liés au fromage et à la viande. L'Argentine simplifiera les procédures d'enregistrement des produits pour la viande bovine, les produits dérivés de la viande bovine, les abats de viande bovine, les produits dérivés de la viande porcine états-unienne et n'appliquera pas l'enregistrement des installations pour l'importation de produits laitiers des États-Unis. Les États-Unis et l'Argentine ont l'intention de collaborer pour s'attaquer aux barrières non tarifaires, aux barrières douanières qui affectent le commerce des produits alimentaires et agricoles. Et vous croyez que l'Argentine va gagner qu'avec ça? C'est incroyable! C'est le pilier de l'économie de l'Argentine. L'Argentine est aussi bête que l'Union européenne signant les accords avec le Mercosur. Et c'est une tradition, tout comme la France a une tradition agricole et d'élevage, l'Argentine aussi. Donc, l'Argentine se saborde. Là aussi, c'est intéressant puisque l'Argentine, donc ça c'est le texte, l'Argentine adoptera et appliquera l'interdiction d'importer des produits fabriqués à travers le travail forcé ou obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il faut entendre que ça, c'est une manière d'essayer pour les États-Unis, parce que ça, c'est les États-Unis qui ont forcé l'Argentine à signer, d'enrayer l'importation de produits chinois sous prétexte qu'il y aurait du travail forcé. Évidemment, ça, c'est des matrices d'opinion, des campagnes médiatiques, mais évidemment, ça joue là-dessus. L'Argentine améliorera la coopération des États-Unis pour combattre les politiques et pratiques non commerciales d'autres pays. Là aussi, c'est la Chine et le monde multipolaire qui sont dans la ligne de mire. L'Argentine et les États-Unis coopéreront pour faciliter l'investissement et le commerce de minéral critique. Le lithium de l'Argentine, évidemment, pour essayer de l'exploiter et l'exporter aux États-Unis, et non plus à la Chine. L'Argentine permettra l'entrée sur son territoire de produits états-uniens qui sont aux normes des États-Unis et qui respectent les régulations techniques des États-Unis et les procédés d'évaluation de la conformité des États-Unis. Absolument incroyable. L'Argentine acceptera l'importation de véhicules fabriqués aux États-Unis qui, évidemment, respectent les normes fédérales de sécurité et les normes d'émission des États-Unis. Non mais, comme je vous dis, l'Argentine acceptera les certifications de l'administration d'aliments et de médicaments des États-Unis. Mais c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Il n'y a plus aucune souveraineté. Bon, voilà. Et comme je vous ai dit, l'Argentine se compromet à ne plus donner de subventions, etc., etc. Bon, voilà. Comme je vous l'ai dit, rien n'est gratuit. Sauf que là, c'est le pilier de l'économie argentine qui va être mis à mal. En sachant que Milei a déjà restreint l'argent pour l'éducation supérieure, qui faisait que l'Argentine était un petit peu différente parce qu'elle avait une plus-value intellectuelle dans son économie qui en faisait un pays un peu à part en Amérique latine ou peut-être en lien avec le Brésil seulement. Ça, c'est en train d'être détruit par Milei. L'économie argentine va énormément souffrir de ces accords. L'Argentine ne s'en remettra pas avant des décennies. Ça, c'est clair. Elle deviendra comme le Pérou avec les chiffres que je vous ai mentionnés plus tôt. Alors, il n'y a pas à plaindre les Argentins. C'est un choix souverain des citoyens argentins d'aller dans cette voie, non pas une fois, mais 2 fois. Ils ont élu cette voie. Donc, écoutez, bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Alors, on continue puisqu'on est en Argentine, on passe la cordillère des Andes et on arrive au Chili où il y a eu le premier tour d'une élection présidentielle qui a vu
la gauche ou la gauche sociétale et woke se faire laminer, mais laminer. Alors, même si la candidate qui est du Parti communiste est arrivée en tête, avec 25% des voix devant Cast, donc qui est à la droite radicale, on va dire, à 24% des voix. Bon. Alors déjà, je vais faire un petit décodeur pour les Français, parce que c'est ce que je connais le mieux. La vie politique au Chili est tellement tirée, la couverture est tellement tirée vers le néolibéralisme que le Parti communiste chilien est à la droite d'Olivier Faure. Ok, Boric, qui s'était fait élire, qui était l'aile gauche du Parti socialiste, on va dire, c'est Raphaël Glucksmann. Le Parti socialiste chilien, c'est Macron. Voilà. Et puis de l'autre côté du spectre, eh ben vous avez Evelyne Mattei, donc qui est la fille d'un membre de la junte militaire de Pinochet. Donc Evelyne Mattei serait Marine Le Pen. Vous avez José Antonio Cast, qui est le fils d'un nazi et qui représente la droite extrême, qui est Zemmour, qui serait Zemmour en France. Et puis vous avez encore plus radical en la personne de Joaquin Kaiser, qui est arrivé quatrième avec 14%. Et alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire plusieurs choses sur cette élection. Alors il y a eu un camp populiste, Parisi, qui lui mêle démagogie avec d'anciens candidats de droite, de gauche, etc., qui est arrivé troisième avec un bon 19%, 18-19%. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà une surprise, parce que généralement, que ça soit par exemple en France ou avec la trahison de la gauche social-démocrate, ça avait donné lieu à la naissance, on va dire, de la France insoumise. Il y a un pôle de gauche plus radical conséquent. Ou par exemple au Pérou, avec la trahison de Ollanta Humala dans des années 2010, ça avait donné presque 20% pour une gauche plus radicale à l'époque, Nouveau Pérou, donc aujourd'hui c'est tombé dans les limbes. Mais bon, généralement, la trahison de la social-démocratie donne un camp, on va dire, plus radical. Là, c'est pas le cas. La gauche radicale, qui pourrait être considérée comme la France insoumise en France, qui est Marco Enriquez Ominami ou Ates, font 1% et 0,5%. Et donc, la déception qu'a représenté Boric, est allée sur des options beaucoup plus néolibérales, beaucoup plus radicales. La candidate Janet Rara, donc du Parti communiste, a été ministre du Travail. Elle avait fait deux choses, si on doit faire un bilan de son passage par le ministère. Elle avait fait baisser de 48 heures par semaine à 40 heures par semaine. Or, Cast a dit que ça sera une des premières mesures qu'il prendra, de remettre à 48 heures par semaine, donc ça servira à rien. Et l'autre, ça a été de sanctuariser le modèle des fonds de pension par capitalisation. Merci Madame la ministre communiste, à tel point que le fondateur de ce système particulièrement injuste et barbare, José Piñera, l'avait même félicité. Voilà, donc évidemment, cette déception. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste que quand même un camp qui se réclame ouvertement de Pinochet, entre Mattei, Cast et Kaiser, font 70%. C'est le retour et l'avènement de Pinochet au Chili. C'est-à-dire que Boric avait été élu à l'époque pour rompre définitivement avec le modèle néolibéral mis en place par Pinochet. Et il y avait à l'époque un socle très fort pour cela, puisque 76% voyaient en Pinochet un dictateur, donc avant le passage de Boric, et seulement 9% croyaient qu'il était l'un des meilleurs gouvernements du XXe siècle, et seulement 7% considéraient que son régime avait été bon. Or, le grand héritage du gouvernement Boric,
c'est d'avoir fait ratifier par 2 fois la constitution de Pinochet par le peuple chilien. Pinochet l'avait imposée au peuple chilien, c'était une dictature, donc c'est une constitution qui ancre le néolibéralisme le plus radical dans le marbre de la Charte suprême. Et Boric a fait ratifier par 2 fois par le peuple chilien à majorité cette constitution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je vous dis, 70%, c'est le retour de Pinochet. Au-delà du cycle démocratique chilien, avec toutes ses limites, qui s'était amorcé il y a 40 ans, c'est la fin du cycle démocratique chilien tel qu'il était exposé ou tel qu'il qui s'était imposé en 1989. Voilà. Alors, on parlera du deuxième tour lorsqu'il aura lieu, mais je pense que Jeannette Rara va se faire atomiser. Les sondages donnent Cast gagnant entre 60%, 65%, peut-être que ça sera moins, mais en tout cas, à part un miracle, je ne vois pas ce qui pourrait arrêter ou empêcher la victoire de Cast. Donc, c'est évidemment, après la victoire de Milei, après la victoire de Milei en Argentine aux élections de mi-mandat, c'est une nouvelle victoire du camp libertarien et inféodé totalement à Washington. Alors Cast, il va avoir quand même un grand problème, c'est que l'économie chilienne, même si le pays est militairement sous domination des États-Unis, je rappelle que Laura Richardson, l'ancienne commandante en chef du Southcom, l'armée impériale des États-Unis pour l'Amérique latine, avait déclaré que leur meilleur allié et partenaire sur le continent, c'était le Chili, notamment à l'époque le Chili de Boric. La classe politique chilienne, une grande partie de la classe politique est surtout là, puisque là, du coup, non seulement Cast va certainement gagner, mais il aura une majorité au Parlement et une majorité dans grande partie inféodée par Washington, mais le secteur économique est largement dépendant de la Chine. Largement dépendant de la Chine. Et il y a même des voix à droite qui déplorent la situation avec les États-Unis, que les États-Unis empêchent le développement du Chili avec la Chine, le développement économique. J'ai interviewé il y a quelques jours, quelques semaines, un ancien ambassadeur du Chili en Chine, en Inde et en Afrique du Sud, qui est membre d'un parti de droite, de la droite chilienne. C'est pas un révolutionnaire, attention, c'est pas un communiste, c'est la droite chilienne. Jorge Eine, voilà. Et Jorge Eine disait que sous Piñera, donc gouvernement de droite, il y avait eu des accords pour faire passer une fibre optique directement de Shanghai à Valparaiso. Et ce sont les États-Unis qui ont stoppé ça. Donc les États-Unis sont évidemment un problème. Comment Cast va-t-il faire pour à la fois contenter Washington dans un moment où Washington entend remettre la main sur ce qu'elle considère comme son précaré, on l'a vu depuis depuis la prise de pouvoir de Trump, et le devenir économique du Chili avec la Chine. Ça va être très intéressant, parce qu'il suffira pas de virer des migrants, faire la course au woke et au LGBT, etc. Ok, d'accord. Et la contradiction principale, elle va venir de l'impérialisme états-unien, et on verra comment Cast appréhendera cette situation. Voilà. Alors, on continue immédiatement en passant en Équateur. Alors là, séisme en Équateur. Le président Noboa, qui a été élu avec de graves soupçons de fraude dénoncés par la Révolution citoyenne, son leader Rafael Correa, lors de la dernière élection. Du coup, profitant de sa victoire, il a convoqué les Équatoriens à un référendum portant sur 4 questions. 1. La convocation à une assemblée constituante. Pourquoi ? Parce que la constitution de l'Équateur est une des plus récentes, mais aussi une des plus progressistes au monde. Et notamment, elle consacre évidemment la souveraineté de l'Équateur sur les ressources naturelles, a même des droits pour la nature, etc. C'est une des constitutions, une forte constitution. Or, le régime néolibéral inféodé à Washington de Daniel Noboa voit dans la constitution un frein
à faire de l'Équateur un Pérou ou à libéraliser totalement l'économie équatorienne. Donc, il demandait aux Équatoriens s'ils sont d'accord pour faire une assemblée constituante. 2, il leur demandait si, évidemment, c'est interdit aussi par la Constitution, mais si les États-Unis, alors c'était pas dit comme ça, mais si l'Équateur pouvait avoir des bases militaires étrangères dans le pays. En 2008, si je ne m'abuse, Rafael Correa avait viré la base militaire des États-Unis de Manta. Et il avait dit, chose normale pour un pays souverain, nous accepterons une base militaire états-unienne sur le sol équatorien lorsque les États-Unis accepteront une base militaire équatorienne en Floride. Évidemment, les États-Unis n'ont même pas répondu. Mais voilà, ça, c'est des pays dignes, non? Donc, Noboa, la deuxième question, c'était accepterez-vous une base militaire étrangère sur le pays? Alors étrangère, c'est pas chinoise, hein. C'est pas russe. Hein. La troisième, c'est la fin du financement des partis politiques par l'État. Donc, c'est-à-dire grosso modo, faire un modèle où finalement les propositions qui favorisent les grands groupes économiques reçoivent de l'argent, les autres non. Et puis, la dernière question, c'était la réduction du nombre de députés. Ça, c'est évidemment très populiste, très démagogue. Eh bien, figurez-vous qu'à 60%, les Équatoriens ont voté non aux 4 questions. Donc, alors déjà, ça jette un doute sur l'élection de Noboa, hein, puisque tous les partis qui avaient soutenu Noboa militaient pour le oui, et le oui a perdu avec seulement 40%, donc 60%, donc ça jette quand même un doute sur l'élection de Noboa, ça renforce les soupçons de fraude donnés par la Révolution citoyenne, et puis, évidemment, ça pose certains problèmes, donc là, enfin, je veux dire, une petite victoire du camp populaire hein, dans l'océan néolibéral et de domination impérialiste de Washington, et puis, eh bien, ça pose un problème. Alors, ça pose quel problème? Que les États-Unis ne peuvent pas construire de base militaire en Équateur. Donc, s'ils ne peuvent pas en avoir une de plus, ils ne sont pas résolus, en tout cas, à en perdre une autre. Et nous faisons la transition directement au Honduras, où il y a eu des élections présidentielles. Les élections présidentielles voyaient s'affronter le candidat néolibéral, colonial, soutenu par Donald Trump, qui disait il faut voter pour lui, qui vient d'un parti qui était condamné, le parti de l'ancien président condamné pour narcoterrorisme, pour narcotrafic, etc. Salvador Nasrallah, qui était un espèce d'opportuniste politique, qui avait participé avec le camp populaire et national au début du mandat de Xiomara Castro, qui est un espèce d'électron de ce qui se fait dans politique opportuniste en Amérique latine, et puis donc la candidate du camp national populaire, Richie Moncada, donc qui était la successrice de Xiomara Castro, de Mel Zelaya, etc. Alors, quand je vous ai dit que les États-Unis sont pas disposés, n'est-ce pas, à perdre une base états-unienne, c'est qu'il y a une base états-unienne au Honduras. Et lorsque Trump a commencé à renvoyer des migrants en les traitant comme des moins que rien, etc., il y a des pays qui les ont acceptés, qui ont accepté leurs propres ressortissants traités comme des esclaves, qui arrivent enchaînés comme des terroristes. Et il y a des pays, comme la Colombie, on s'en rappelle, qui avaient dit non, vous nous renvoyez nos migrants comme des êtres humains, ils prennent l'avion, ils sont pas menottés, etc., etc. Et notamment le Honduras. Et la présidente hondurienne avait dit si vous vous calmez pas sur nos ressortissants, eh bien, nous mettrons un terme à la base militaire. Donc, Trump avait cédé, mais c'est resté gravé. Et notamment, Trump a fait une grande ingérence, comme il l'a fait en Argentine, comme il le fait à chaque fois désormais, en prenant parti pour le candidat de la droite néolibérale et coloniale, et en disant qu'il allait gracier l'ancien président qui vient de ce même parti. Alors, depuis des semaines, le Parti national populaire Libre avait dénoncé une fraude en gestation, notamment par des audios WhatsApp où une des rectrices du Centre national électoral annonçait un scénario dans lequel ils allaient annoncer des résultats préliminaires
qui allait mettre en tête les candidats de la droite, mais évidemment, il fallait les votes des campagnes, les votes plus propres à la candidate nationale populaire, que ça serait annoncé par la fin. Si elle gagnait, ça jetterait le doute sur sa victoire. C'est exactement ce qui s'est passé. Le premier bulletin a donné grosso modo 40% pour le candidat de la droite néolibérale, 40% pour le candidat centriste et 20% pour la candidate du camp national populaire. Le décompte n'est pas fini. Le Centre national électoral, au moment où on parle, a 1 mois pour annoncer des résultats. Donc, pour l'instant, on ne peut rien dire. En tout cas, le résultat en ce moment ne satisfait ni les uns ni les autres. Ni Trump, qui hurle à la manipulation désormais. Donc, il faut rappeler à Trump que qu'il s'occupe de son pays, n'est-ce pas, et qu'il laisse les Honduriens tranquilles, et notamment à gérer comme ils le souhaitent leur système électoral. Néanmoins, il y a des suspicions de fraude, et de toute façon, cette élection ne favorisera pas la légitimité pleine et acceptée par tous, puisque si effectivement le décompte final donne gagnante à Richie Moncaya, eh bien il y aura un soupçon de fraude, puisque les résultats auront été inversés au bout de 1 mois, et puis ce ne seront pas les résultats qui ont été annoncés dans un premier temps. Donc évidemment, les partisans de la droite crieront à la fraude. Et puis c'est vrai que le gouffre qui sépare, en tout cas dans les premiers bulletins, le camp national populaire de ses adversaires libéraux est tellement important que il en est suspect. On traitera ça dans la prochaine vidéo. Voilà, au moment où on filme cette vidéo, ben malheureusement, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir donner le nom d'un vainqueur ou non. Mais évidemment, on dénonce l'ingérence des États-Unis encore dans cette affaire. Dernier, je conclurai sur le Mexique. Vous avez dû voir de grosses manifestations sur la place du Zócalo au Mexique, avec notamment des départs d'incendie sur le palais présidentiel, etc. Mais que se passe-t-il au Mexique, où pourtant la présidente jouit d'une popularité de 65%, c'est une des présidentes les plus appréciées du continent. Et notamment, c'était la génération Z. Donc, je crois que c'est intéressant de se penser sur cette génération Z, donc qui a fait démis des pouvoirs en Asie et qui est arrivé avec les mêmes symboles, la même façon de s'organiser en Amérique latine, notamment au Pérou et puis désormais au Mexique. Cette génération Z, finalement, on voit que c'est une génération, enfin, déjà, on voit que ça ne représente pas toute la jeunesse, non? La plupart de la jeunesse soutient le gouvernement de Madame Sheinbaum. D'autre part, on voit que derrière cette génération Z, eh bien, finalement, au Mexique, il y avait les mêmes politiciens de toujours, et y compris les mêmes manifestants. Il y a énormément de manifestants qui sont pas de la génération Z, qui seraient plutôt de la génération L ou M, tu vois. Et bien évidemment, on voit que c'est la droite la plus radicale, la plus libérale, la plus inféodée aux États-Unis, qui, sous prétexte d'un mouvement qui n'a pas de leader, hein, c'est bien pratique, agit sous couvert pour chauffer la rue, comme on dit. Voilà ce qui s'est passé au Mexique. Et c'est pas très éloigné de ce qui se passe au Pérou. En réalité, au Pérou, la génération Z a manifesté, mais en réalité, on voit que les leaders de certains leaders qui
évidemment sont passés dans les médias, sont néolibéraux et soutiennent les options les plus néolibérales et coloniales qui existent. Petite manipulation, comme il y avait à l'époque dans les années 2000 avec Otpor et Canvas par la suite, les Yougoslaves, on s'en rappelle, qui avaient fait des révolutions oranges en Asie centrale et dans le Caucase avant de s'exporter au Moyen-Orient et en Amérique latine. Eh bien, ça y ressemble. Même si les financements ne sont pas, sont plutôt occultes. Non, à la différence d'Otpor, où les financements étaient manifestes par la NED, l'IRI, Freedom House, etc., etc. Là, on retrouve pas le fil de l'argent. Néanmoins, cette génération Z, son pirates, etc., sont plus que suspects et, en tout cas, sont le cache-nez de la droite néolibérale et coloniale en Amérique latine. Voilà, je finis là-dessus. On va dire 2 ou 3 mots sur l'Amérique latine et le monde multipolaire. Eh ben, le monde multipolaire, c'est une réalité en réalité. Déjà, le pivot au cours duquel s'organise le monde est déjà en Asie. Ça, c'est un fait. Alors, en Asie, il s'organise autour de la Chine, mais aussi de l'Inde, du Vietnam, de l'Indonésie et de puissances aujourd'hui qui sont plus des puissances émergentes, qui sont des puissances mondiales, certaines de premier plan, certaines un petit peu moins. Mais le monde multipolaire est une réalité, mais évidemment, l'ancien empire décadent et barbare et ses alliés ne vont pas rendre les armes de manière aussi facile. Et on le voit en Amérique, en Amérique latine, une Amérique latine qui n'avance pas, qui à chaque fois qu'il y a un gouvernement national populaire qui prend le pouvoir, tous ces efforts sont anniquilés par un gouvernement néolibéral et colonial par la suite, et puis ainsi de suite, hein. Y compris d'ailleurs dans les grandes vagues néolibérales des années 90, ça avait été stoppé, foutu à la poubelle par les gouvernements national populaires. En fait, l'Amérique latine, dès qu'elle a un gouvernement, annule complètement les politiques du précédent, qu'il soit néolibéral ou national populaire. Donc évidemment, il n'y a pas là-dedans de vision à moyen terme ou à long terme. Il n'y a que de la destruction. Et ce que je vous ai dit sur la déclaration d'Ayacucho, c'est assez triste, mais c'est comme ça. J'ai écouté un témoignage de l'ancien président Rafael Correa qui était pas très optimiste et qui disait: moi, je me suis battu pendant toute une vie en réalité, mais les 10 ans de son pouvoir pour voir mon pays sortir du sous-développement. Et aujourd'hui, je me résigne. Le mal est fait. Les néolibéraux ont tellement fait de mal que je me résigne à ne pas le voir de ma vie. Sachant tout ce que Rafael Correa avait fait pour l'Équateur, où j'ai vécu, soit dit en passant, hein, donc je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai trouvé la sentence évidemment très pessimiste, mais effectivement, l'Amérique latine et l'Europe seront les grands perdants de la nouvelle donne géopolitique et du monde multipolaire, parce que trop inféodés aux États-Unis, c'est-à-dire à l'empire décadent qui les entraînera dans sa chute, et puis trop inféodés à un modèle économique qui ne favorise pas le développement pour tous d'une nation et de ses infrastructures, de son bien-être, du bien-être de ses habitants. Et je pense que des régions du monde comme le Moyen-Orient, l'Asie évidemment, voire même l'Afrique, vont être beaucoup plus prospères dans les siècles qui viennent s'il n'y a pas un changement radical dans ces régions. Voilà, c'était ma conclusion. Je vous remercie, évidemment, je vous demande de nous suivre, de partager cette vidéo. Pour ceux qui veulent nous soutenir financièrement, vous allez sur le site lesdeuxrives.info, vous cliquez sur Soutenez-nous et vous avez différentes manières de faire un don à la mesure de vos moyens, même un petit don, cela nous aide. Merci et au mois prochain.